Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Thomas Sankara, icône panafricaine assassinée en 1987, continue encore aujourd'hui de faire l'actualité. En effet, le procès de l'assassinat du président du Faso d'alors, tué avec 12 autres personnes lors d'un coup d'État, débutera le 11 octobre à Ouagadougou. L'annonce a été faite par le procureur militaire du Burkina Faso. Le procès sera délocalisé dans la salle des banquets de Ouaga 2000 et sera public, précise le communiqué du procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou. Que comprendre de la tenue programmée de ce procès pour le 11 octobre prochain? Est-ce important de dire aujourd'hui qui a tué Thomas Sankara et ses compagnons? Qui sont les accusés qui vont comparaître lors de ce procès? Quel impact un tel procès peut avoir pour le Burkina Faso d'aujourd'hui et de demain? Burkina, procès de l'assassinat de Thomas Sankara le 11 octobre. Enfin, la justice pour les victimes. Voilà le thème central de cette émission. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous renouveler. Votre fidélité est avec nous aujourd'hui pour en parler. Hilaire Kofia, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Face à vous, Abou Bamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en développement intégral, membre du FPI, GOR, Gbagbo-Rien, fidèle donc à l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez donc des relations, on va le dire, séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et ce débat ira aussi en Côte d'Ivoire pour questionner la présence de certaines éminentes personnalités qui aujourd'hui vivent en Côte d'Ivoire. Votre présence se justifie amplement sur ce plateau. Après, question pour vous, Hilaire Kofia. Déjà, pour le juriste, pour l'homme de droit, est-ce surprenant qu'on annonce la tenue d'un tel procès aujourd'hui? Non, pas de surprise. Pas de surprise parce que assassiné depuis déjà le 15 octobre 1987, au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré, 34 ans après, le droit retient simplement que les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, ou quelle que soit la durée du crime, la vérité judiciaire finira par se faire savoir. Et le temps de la manifestation de la vérité judiciaire sonné, 11 octobre, à 4 jours, du jour anniversaire, du 34e ou 35e, je crois, et décès, son âme finira par reposer en paix, car on retrouvera forcément les commanditaires et à défaut les auteurs. Même si on ne pourra pas bénéficier d'une vérité absolue, la relativité de cette vérité nous permettra quand même de mieux connaître les tenants et les aboutissants de ce crime odieux. Alors, Abou Bamba, pourquoi Thomas Sankara continue encore aujourd'hui de cristalliser l'attention au Burkina Faso, mais aussi en Afrique? Ok, pour ne pas paraphraser mon interlocuteur, je dirais simplement que, comme il a dit, plus de sang, crime de sang, ça en vaut la peine d'en savoir plus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore la main sur l'assassin de Thomas Sankara. Donc je pense que c'est normal quelque part que les personnalités qu'il a laissées derrière lui, c'est-à-dire ses parents et son épouse et autres, puissent savoir au moins enfin qui a été le meurtrier de son mari ou bien de leur père, etc., ou bien de leurs frères. Donc, ça en valait la peine quand même un jour que ce procès-là passe devant le grand jour, qu'on en sache davantage. Voilà qui est clair. Il est Kofia par rapport donc à ce procès. On va peut-être attaquer au fond. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a
des éléments nouveaux apportés à ce dossier-là. On sait par exemple que la France a envoyé plusieurs lots de documents, a déclassifié certaines vérités, on va le dire comme ça, et que ces documents donc été envoyés au Burkina Faso pour, pourquoi pas, essayer d'apporter quelques éléments de preuve. Et l'histoire politique du Burkina Faso enseigne que le Décuchus, donc le défunt, on parle bien de Thomas Sankara, n'avait pas la faveur du pouvoir français, ni du guide libyen, Muammar Kadhafi, ni du défunt, Houphouët-Boigny, et qu'il était un emmerdeur, qu'il gênait, et que la vérité politique, sa vérité politique n'était pas la leur. Et aujourd'hui, ceux-là sont déjà pieds sous terre, et les nouveaux dirigeants de la France En Marche, s'ils ont choisi d'envoyer des documents écrits ou peut-être même des enregistrements à leur niveau, c'est pour faciliter la manifestation de la vérité et pour mettre un terme à ces genres de pratiques qui courent nos cours et nos pratiques et en matière politique. Vous savez quoi, lorsque vous fouillez la poubelle politique, toujours de la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que Thomas Sankara était un homme qui a laissé sa peau pour sauver des eaux. Et le peuple burkinabé reste choqué, reste tétanisé. Quand vous allez interroger les survivants, parce que plusieurs sont déjà décédés, plusieurs ont passé déjà la main gauche, quand vous allez interroger les survivants, vous constatez qu'il y a toujours le regret, la perte de cette valeur. Il y a toujours ce regret. Parce que c'était un personnage atypique, détaché du matériel, et qui ne laissait pas flanc à la corruption et sa rigueur en matière corruptive et en matière de gestion de la res publica n'est pas identique à ce qui se fait aujourd'hui et à ce que son vis-à-vis, son alter ego voulait. Sinon, au départ, au matin de leur vie, c'était des amis. Tout à fait. Leur amitié et leur fraternité étaient censées dormir dans le même lit que la jalousie. Mais entre-temps, l'un a épousé une femme, et franco-ivoirienne. La vie est devenue autre. La vie maritale a fait changer les visions. Et vous savez bien, vous et moi, que le ventre mou, c'est la politique de ceux qui pensent que quand on vient, c'est pour s'enrichir, c'est pour manger. Chose que Thomas Sankara a refusé. Et il a dit, il va falloir passer sur mon corps pour atteindre cet objectif négatif. Il était visiblement prêt effectivement à être fauché. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, Abou Bamba, que ce procès-là ne se tienne maintenant? Est-ce par exemple les documents déclassifiés, donc envoyés par la France vers le Faso, qui a peut-être permis d'accélérer cette procédure aujourd'hui? C'est-à-dire, moi je suis un peu surpris de voir qu'en Afrique, nous avons une justice, nous sommes indépendants et nous avons des éminents juristes comme sur le plateau, et de voir encore que la France doit nous envoyer des dossiers ou doit déclassifier des dossiers pour nous permettre de pouvoir faire un procès de l'un de nos dignes fils. C'est quand même un peu étonnant. C'est étonnant du fait que quand je prends le mot indépendance, ce qui veut dire indépendant, c'est quelqu'un qui était sous la coupole de quelqu'un et aujourd'hui, il est libre de poser les actes qu'il veut, de faire ce qu'il veut, d'aller dans la forme qu'il veut, si je prends l'indépendance. Mais je suis de temps choqué de voir qu'il n'y a rien politiquement qui peut se passer chez nous sans la France. Bon. Malheureusement, c'est... Bon, les mots me manquent, mais je ne sais pas. Mais je dirais simplement que ça choque. Donc, venant de... Quand je vois un éminent juriste sur le plateau, qui vient de me dire tout à l'heure si je l'avais suivi avec intention, que la France a dû donner des dossiers pour permettre. Or, pourtant, bien avant, il y avait une phrase du genre, ces gens-là n'étaient pas d'accord avec Thomas Sankara. Ils n'étaient pas d'accord avec sa vision. Bon, est-ce que s'ils n'étaient pas d'accord avec sa vision,
peuvent alors venir permettre à ce que la vérité soit, est-ce que ça sera vraiment la vérité? Bref, comme la France les pays qui connaissent ce que c'est que la gouvernance savent que les pays ont des intérêts, mais ils n'ont pas d'amis. Donc, je vais m'arrêter sur ça pour le moment. Et avec le temps, je pense qu'on pourra mieux le développer. Voilà, Ida Kofiga, effectivement, y a-t-il des éléments aujourd'hui pour douter de la bonne foi de la France dans cette affaire-là? On sait que forcément, il y aurait, je prends les précautions d'usage, la main de la France derrière cet assassinat-là, même si on parle de complicité, notamment avec la Côte d'Ivoire. Le Togo aussi a été évoqué dans ces affaires-là. Votre lecture? Non, les États qui avaient été suspectés d'être derrière cet assassinat en ont la France, la Libye. Et ça a été justifié, hein, la Libye. Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu parler du Togo. Et en ce moment, présidait l'État français, Mitterrand, je crois. Je crois bien Mitterrand. Et à travers la France-Afrique, la France tenait les 14 États sous sa houlette. Et voulait choisir qui va présider chacun de ces États africains, voulait avoir un œil pur dur sur la gestion et voulait dicter sa politique pour les tenir sous sa surveillance. Mais il s'est fait que la révolution qui a fait venir Thomas Sankara n'a pas pensé que Thomas Sankara est un homme à part. Un homme à part. Et cela me fait mal. La personnalité de Thomas Sankara, pour eux, était une surprise. Une surprise. Et si Dieu était visible, j'allais lui intenter un procès. Parce que, oui, j'allais lui intenter un procès pour non-assistance à personne en danger. Parce que Dieu, c'est celui qui nous protège. C'est notre premier protecteur. Et où est-ce qu'il était quand cette trilogie a réussi à pousser Thomas Sankara dans la tombe? Il savait qu'on allait en découdre avec lui. Parce qu'il savait qu'il gênait. Tout à l'heure, on va aborder les points focaux qu'il faut qu'il le savait. Mais avant la France, les enquêteurs burkinabés sont allés un peu loin. Ils sont allés interroger les survivants comme des détenus, l'un ou deux des détenus. On a fait sortir 20 détenus de la prison civile pour venir enterrer 10 corps au départ, après devenir 13. Et on a bien fait de enterrer Thomas Sankara à l'écart des 12 autres. On a arrivé à retrouver un des détenus dont j'ai oublié le nom, qui a dit, on a vu Thomas Sankara, il était sorti les mains en l'air. Les mains en l'air, avait dit l'un de ceux qui devaient assister à la conférence. Cette conférence qui avait pour objectif de créer un parti unique, voilà, et de révolutionner la gestion de l'État. Il était sorti les mains en l'air. Quand un homme sort les mains en l'air, on ne tire pas sur lui. A priori, il se rend. Il se rend. Donc on l'a criblé de balles. On a demandé aux autres de sortir. Tous ceux qui sont sortis ont connu le même sort. Le dernier qui est sorti, il dit, je suis allé m'allonger avec les décédés. Et quelqu'un a dit, il y a un qui n'est pas encore décédé. Par quelle alchimie divinatoire, il ne sait pas. Mais on l'a conduit, lui, vers ceux qui étaient restés. Et l'argument selon lequel il devait aller et se mettre à l'aise a servi un peu et après on l'a laissé. Donc ces survivants ont apporté la preuve de ce que cela a été prémédité. Cela a été préparé. Planifié. Parce que c'est clair. On parle d'assassinat lorsque le maître commis est commis avec préméditation. Donc c'est un assassinat. Et même si nous sommes... ce qui nous caractérise, comme il le dit, le pouvoir judiciaire africain, c'est de la lenteur. C'est de la lenteur parce que ce pouvoir judiciaire repose sur le népotisme, le favoritisme. Et c'est le politique qui dicte la conduite à tenir et l'ordre à exécuter et au judiciaire. Or, le judiciaire est un troisième pouvoir, il doit rester indépendant. Le rôle du magistrat, que cela soit du magistrat du parquet ou du magistrat de siège, c'est de dire le droit.
de dire le droit. Mais il se fait que pour des intérêts de promotion ou pour des positionnements, on refuse de dire le droit, on fait la politique du politicien. Donc c'est un peu ça qui fausse les donnes. Et donc si la France décide aujourd'hui de fournir quelques éléments, il faut comprendre que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main et les intérêts de la France d'il y a 34 ans ne sont pas identiques aux intérêts de la France aujourd'hui après 34 ans. Et la France n'a plus aucun intérêt à ce que le suspect numéro 1 bénéficie de l'onction de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et la preuve, 3 États étaient soupçonnés. Thomas Sankara n'a pas choisi la Libye parce que le guide libyen n'est plus là. Il n'a pas choisi la France parce que Mitterrand est parti. Mais il a choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est le disciple de Houphouët-Boigny qui préside aujourd'hui encore la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu le lien et ils se sentent tranquilles. Pourquoi il n'est pas allé en France comme son jeune frère? Non, il est resté. C'est ceux qui finalement lui ont donné les feux verts ou les moyens, les armes pour aller faire. La Libye avait fourni les armes. La France a fourni la logistique. Et la Côte d'Ivoire servait de relais. Donc ils ont juste utilisé le quiproquo, le désaccord. Et comme lui, à un moment donné, il avait un ventre mou parce qu'il voulait satisfaire à des appétits matrimoniaux. Et c'est vite fait. On s'est séparé d'un homme qui aurait été aujourd'hui un bon panafricaniste. Donc, je ne veux pas dire que c'est seulement des documents fournis par la France, mais aujourd'hui, la France veut aider à la manifestation de la vérité. Il faut qu'on accueille ça. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour dire le droit. L'essentiel, c'est que la vérité judiciaire se fasse finalement savoir. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. C'est ce que nous autres hommes limités, nous ignorons. Et c'est le cas. Et donc, il faut applaudir cela et l'encourager, mais décourager le fait que nos États africains font montre d'une incompétence notoire ou d'une volonté notoire quand il s'agit de traiter les crimes de sang. Et surtout quand c'est des crimes qui ont des brins de politique. Alors, Abou Bamba, le procès sera délocalisé dans la salle des banquets de Ouaga 2000, une salle suffisamment grande donc, et le procès sera public. Pourquoi rendre ce procès sur l'assassinat de Thomas Sankara public, selon vous? Selon moi, si je devrais répondre par une seule phrase, j'allais dire que parce que c'est une affaire d'ordre public. Parce que Thomas Sankara, c'était pas... aujourd'hui, Thomas Sankara, c'est plus Burkina, c'est toute l'Afrique. Je dirais même le monde. Même ici aux États-Unis, on parle de Thomas Sankara partout. Maintenant, ce qui me permet d'aborder un sujet, même si vous n'êtes pas encore là-bas, selon quand je regarde la stratégie politique africaine, je me surprends de fois de voir des politiciens africains, c'est quand ils arrivent au pouvoir qu'ils cherchent maintenant à mettre un système de gouvernance en place. Manque de stratégie, manque de leadership, manque de... il y a tellement de manque. Il y a tellement de manque dans la politique africaine. Des fois, je suis surpris. Parce que si vous remarquez bien sur nos continents, quand un nouveau pouvoir vient d'arriver, qu'on nomme simplement un directeur d'une société, il va remplacer jusqu'au vigie. Or, pourtant, c'est dit dans nos constitutions que l'État est une continuité. Est-ce que la continuité de l'État est vraiment effective? Même si on n'a pas encore abordé ce sujet. Mais ça reste sur la fin. On a une forte impression qu'il y a réellement un manque de formation. C'est comme, je vais vous rappeler un petit détail. Je faisais une formation avec mon éminent coach, le coach Patrick Amampoyon, la formation sur leadership et patronat. À travers cette formation, j'ai su pourquoi nous avons assez de problèmes au sein de nos États africains. C'est un manque de leadership, c'est un manque de patronat, c'est un manque de stratégie. Parce que tout à l'heure, quand on va arriver aux raisons de l'assassinat de Thomas Sankara, vous allez voir que je pourrais mieux développer ce domaine, mais pour le moment, j'attire votre attention un peu pour que chacun de nous regarde autour de lui. Et je vais terminer par la question d'un fils à son père. Il disait que son père se plaignait toujours devant la télé
des politiciens. Oh, le président a fait ceci. Oh, le président n'est pas bon. Oh, le président est ceci. Je pense que chacun de nous se reconnaît dans cette histoire parce qu'on a l'habitude, nous tous. Et quand il se passe, un jour, son fils lui pose la question. Mais papa, qu'est-ce que c'est qu'un bon président? Il dit un bon président, c'est celui qui donne le bon pouvoir à son gouvernement et qui permet d'établir ça sur la population. Il dit, OK. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, bon. Il dit, papa, tu peux me donner un exemple? Il dit, oui. Il dit, je vais te donner l'exemple de moi-même. Je donne les moyens à ta maman qui est le gouvernement et c'est ce qui fait que toi, le peuple, tu vis bien et tu vois que la génération future est à l'aise parce que tu vois ton petit frère dort. Il a les couches échangées à chaque moment, il a son lait, il dort bien, il est à l'aise, il ne se plaint jamais. Il dit, OK, papa. Un jour, le monsieur, il a eu des difficultés financières, ce qui n'arrivera à personne d'entre vous. Et il n'a pas pu donner suffisamment à sa femme pour faire à manger. Le petit, il est quitté à l'école, il est venu, il n'y avait pas à manger. Et il va voir sa maman. Maman, mais j'ai faim. Sa maman dit, va voir ton père. L'enfant retourne voir son père, pose la question à son père. Papa, mais maman dit de venir te voir. Moi, j'ai faim, il faut faire, je vais manger. Il dit, mon petit, vraiment, c'est difficile. Il dit, ah papa, apparemment, ta gestion de ton gouvernement, là, ça ne marche pas bien. Il dit, oui, effectivement. Et sur le champ, pendant qu'il parlait, le bébé a commencé à pleurer. Le bébé n'avait plus d'échange de couches parce qu'il venait de machin. Donc, ce qui va faire que le père va dire à son fils, mon fils, effectivement, le président n'a pas fait son travail, il n'a pas donné les moyens au gouvernement. Donc, c'est pour ça, toi, le peuple, tu te plains et tu vois que la génération future est dans la merde. Donc, pour vous dire simplement que manque de stratégie fait que souvent, on se retrouve réellement dans des vrais, disons, je m'excuse pour cette phrase que je vais utiliser, disons, dans la merde. Dans presque tous les pays africains, quand vous remarquez, les pouvoirs sont instables. Quand il y a un pouvoir stable, c'est pour un temps. Et même quand il part, celui qui vient après ne va jamais se servir de l'exemple. Pour ne pas être trop en avance sur l'émission, je vais rester dans le thème. Voilà. La salle, bon, c'est public. Donc, une affaire publique, c'est public. Donc, c'est publié à tout le monde. Voilà. Ça. Alors, Ilia Kofidia, parlons des raisons de cet assassinat-là. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? On a vu Thomas Sankara qui disait un jour, si vous apprenez que le capitaine Blaise Compaoré est dans un coup pour attenter à ma vie, sachez d'ores et déjà que ce coup aura fonctionné parce qu'il n'y aura plus rien à faire. Il a dit, mais avant de chuter sur votre question, permettez-moi de dire que le procès est forcément public. On parle d'une personnalité publique. Et cela s'entend de ce que, de par son autorité, sa personnalité, on ne puisse pas passer ce procès sous silence ou faire en sorte que, ou le mettre sous veilleuse. Non. Il fait lui donner un manteau de huis clos. Non, pas possible. Il y a d'ailleurs un aphorisme latin qui caricature la chose. Nemo est delicto consequatur emolumentum. Nul ne doit tirer profit de son délit. Nul ne doit tirer profit de son délit. Cela est d'autant plus simple. Et il a dit, et je vous ai dit qu'en le disant, il savait qu'il indisposait les gens. Il indisposait les gens. La toute première raison que je vois ici, c'est d'abord le vote de Thomas Sankara aux Nations Unies en faveur de la dépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et la France ne voulait pas ça, mais il a voté. Il a voté. Et comme coup de grâce, il y a la plaidoirie pour l'annulation de la dette de l'ensemble des pays africains. Qui a suscité beaucoup de réactions. Non, le discours a fait mouche. Le discours a fait mouche. Et ça indisposait le disciple de la France. Vous pouvez voir. Et le vieux n'était pas du tout content. Il estimait que c'est un petit jeune homme qui, dans la fleur de sa jeunesse, dit des choses que lui ne pourra même pas contrôler. Et entre deux personnalités, il a eu même à extérioriser sa colère par des mots très forts. Et pourquoi c'est le lendemain, il décède? Pourquoi? Mais entre-temps, celui qui l'a remplacé aujourd'hui et qui se réfugie en Côte d'Ivoire, il est allé rendre visite par plusieurs reprises au guide libyen qui lui aurait fourni des armes. Pour qu'il lui aurait fourni des armes. Et une personnalité, Sankara, je crois, ça l'avait été avec lui à la délégation, même pour l'entrevue, il n'était pas là, mais il avait certains documents. À leur retour, on l'a déposé en prison et on a pu retrouver ces documents-là.
Or, vous savez bien que verba volens, scripta manet, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, certains écrits, on a envie de faire de les faire cacher, on a envie de faire de les dissimuler pour freiner la manifestation de la vérité. Maintenant, pour corroborer le tout, c'est un devin. Et il a des agents de renseignement très pointus qui lui ont apporté la preuve de ce qu'il y a un coup qui se préparait contre lui. Et il a dit publiquement, parce qu'il sait que c'est son compagnon d'armes, et s'il le veut, il va y arriver. Il va y arriver. Et aujourd'hui, le procès est rendu public aussi pour une autre raison, c'est que nous sommes dans... Et nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, on peut ajouter au crime d'assassinat le délit de fuite. C'est un fuite. Le délit de fuite, le fait qu'il ne vit pas dans son pays aujourd'hui en tant qu'ancien président et qu'il soit en Côte d'Ivoire, ce délit de fuite, pour moi, le juriste, est un facteur gonflant sa responsabilité pénale. Il faut excuser du peu. Oui, il faut le dire. Et il importait que la lumière se fasse pour qu'on puisse enfin connaître les commanditaires, mais également le tueur ou les tueurs. Voyez-vous? Sinon, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Et pourquoi il est paisible en Côte d'Ivoire? Parce que, entre-temps, c'est le fils à papa qui préside aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pourrait être quelqu'un qui est contraire à Houphouët-Boigny, qu'il pourrait lui aussi faciliter les choses. Donc les intérêts politiques facilitent l'aboutissement de certains événements. Et la nature a horreur de l'injustice. Qui que vous soyez, a dit la volonté naturelle finit par s'imposer avec le temps. La patience, c'est pas pour rien qu'un auteur inconnu a dit que la patience est un chemin d'or. Mais cette patience, elle est un peu difficile à vivre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est devenue la veuve de Sankara? Que sont devenus les enfants de Sankara? Ils continuent de faire le deuil. Ils continuent de faire le deuil. Enterrer un homme d'une personnalité aussi inouïe comme un délinquant tertiaire, un délinquant dangereux, ça fait mal. Et priver le pays des hommes intègres, de quelqu'un qui a dit nous allons gouverner, mais avec l'intégrité, avec la vérité. Il est difficile pour lui-même de changer son véhicule. Parce qu'il disait, si je change, si les véhicules qu'on me donne, même si je me mets à conduire, le Burkinabé dira, il a voulu notre argent pour acheter notre véhicule. Il doit soit prendre un véhicule de seconde zone ou de seconde main pour pouvoir continuer. Vous voyez, il pensait d'abord au peuple. Voilà, comme je le disais il n'y a pas longtemps, un homme épris d'un amour patriotique. Il a l'amour de la patrie. Il pense d'abord au peuple et après lui. Il met son intérêt personnel en deçà de l'intérêt général. Voilà. Et comme l'a dit mon interlocuteur qui vit aux États-Unis, aucun dirigeant politique ne s'inspire de la fin triste et lugubre de ceux qui ont mal gouverné. Quand ils viennent, il semble qu'il y a l'opium qui les aveugle et ils commettent toujours les mêmes erreurs. Sinon, qui l'eût cru que 34 ans après, le puissant d'alors serait aujourd'hui cité au banc des accusés? Sera aujourd'hui cité au banc des accusés. Et réduit en exil. Moi, j'appelle ça en fuite. Et où? En Côte d'Ivoire. Sur toute cette planète-là, avec toutes les relations qu'il a pu tisser pendant le temps qu'il a passé au pouvoir, c'est en Côte d'Ivoire où aujourd'hui on peut prendre le bus pour aller qu'il trouve refuge pour pouvoir assurer le crépuscule de sa vie. Non? Tout nous rattrape. Et le droit même vous rattrape. Et parce que les hommes vont changer. Les hommes changeront. Les hommes vont changer, c'est ce qui est arrivé. Les hommes ont changé. Et qu'il veuille ou non, il va répondre. Que cela soit par contumace ou qu'il accepte un homme militaire, un homme de foi de se présenter, ça va se passer. Alors, Abou Bamba, les relations séculaires donc, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont citées ici. On a vu aujourd'hui l'ancien président aujourd'hui trouver effectivement refuge en Côte d'Ivoire. Il jouit d'une nationalité ivoirienne aujourd'hui. Selon vous, est-ce que les autorités ivoiriennes pourraient être dans la disposition de l'envoyer au Burkina Faso pour répondre à ce procès-là où on a besoin de savoir un certain nombre de choses, de lui poser pourquoi pas des questions? Bon,
à première vue, je vais dire d'abord que je ne suis pas dans le secret du bois pour le savoir d'avance. Et secondo, je pense que concernant la nationalité ivoirienne, bon, en Côte d'Ivoire, la loi dit que si tu as marié une femme ivoirienne, tu es ivoirienne d'office. Maintenant, est-ce que cette nationalité, il l'avait déjà avant ou c'est après que ça a été octroyé? La nationalité, Coach Bamba, je vous informe que la nationalité lui a été octroyée par décret, signé de la main du président Alassane Ouattara, en même temps que son jeune frère, si je ne m'abuse. Très bien. Je n'ai pas voulu trop m'avancer sur la question. J'ai voulu avoir l'avis des uns et des autres que, effectivement, vous venez de m'informer avec exactitude. Donc, mais protéger quelqu'un qui a un truc, comment on appelle ça, un procès coulé derrière lui, bon, c'est pas trop quand même, c'est pas assez responsable quand même de la part de l'État ivoirien. Et mieux encore par décret, bon, ça reste à se pencher là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, franchement, quand je regarde ce procès, c'est beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je me demande vraiment qui est l'assassin de Blaise Compaoré, de Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la question à chaque fois. Je me dis quelle fin, pourquoi et tout ça. Maintenant, se battre contre ceux qui sont plus forts que toi, normalement, il n'y a que la stratégie qui peut marcher. Parce que je ne pense pas qu'on peut se battre contre ceux qui sont plus forts que nous en ayant le discours que certains de nos prédécesseurs comme Thomas Sankara ou d'autres, par exemple en Côte d'Ivoire ou autres, et les discours qu'ils ont eus en se battant contre ceux qui savent qu'ils sont plus forts que eux. La preuve en est, Thomas Sankara arriva à le dire lui-même le jour où on me... Sachez que c'est... Donc, je n'ai pas envie de prononcer des noms. Je préfère rester un peu sur ma faim parce que je préfère rester garder au moins quelques mots parce que tant que comme la justice ne sont pas encore prononcée, on n'a pas encore dit voilà ce qui s'est passé parce que souvent dans la justice, il y a des revers parfois qui font que toi-même tu tombes de nu au fait. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est une justice, surtout encore la justice africaine? Bon, on parle de séparation de pouvoir et tout ça. Est-ce que réellement en Afrique, comme mon interlocuteur le disait tout à l'heure, est-ce que réellement il y a séparation de pouvoir en Afrique? Ça fait poser beaucoup de questions parce que mon interlocuteur disait tout à l'heure que le pouvoir judiciaire est toujours dirigé par le pouvoir exécutif, ce qui est très dangereux. Ça fait que celui qui est au pouvoir ne peut jamais être jugé parce que c'est lui qui dirige la justice. Quand la justice est indépendante, bon, la justice peut poursuivre qui veut. Je vous donne l'exemple des États-Unis ici. Vous avez vu Donald Trump qui était même presque poursuivi pendant qu'il était président et ensuite, même quand il a fini son mandat, bon, c'est vrai qu'ici, il y a assez de lois quand même et l'État, c'est réellement les bons. C'est pas qu'il y a assez de lois, mais les lois sont appliquées à la lettre et l'État, c'est réellement une continuité. On ne remplace pas tous les vigiles ici. On sait qu'ici, le secrétaire, comment on appelle ça, les agents du ministère ont été affectés par l'État, donc ils font leur travail, ils n'ont rien à voir avec la politique. On ne remplace pas tout le monde comme chez nous. Comme une fois, je vais juste faire un petit virage pour dire qu'une fois, il y a dans un pays africain, je vais taire le nom, ils ont nommé un nouveau directeur à la tête d'une entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Il a viré tout le monde, même le vigile. Le lendemain matin, le nouveau vigile l'a amené. Il ne savait même pas où les balais étaient pour balayer simplement la cour. C'est ça, vous voyez comment c'est déplorable. Voilà. Sans penser que simplement, mais ils ont été affectés par les agents de l'État. Donc, par l'État lui-même. Donc, la continuité de l'État, c'est aussi un gros... un gros problème pour le continent. On vous aura compris. Il est Kofi Dia. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas corps, il n'y a pas crime. On n'a pas pu authentifier, on n'a pas pu retrouver le corps du capitaine Sankara. Il y a eu encore une expertise qui a été essayée très dernièrement. On a creusé une tombe, mais on n'a pas pu attester de ce que le corps qui était donc enseveli était le corps du capitaine Sankara. Comment est-ce qu'on peut arriver à dire le droit dans ces conditions-là? J'ai cru entendre un survivant. Hein. Ils étaient 6. Ils étaient 6 présents. Et le seul survivant, à ce jour, c'est Alouna Traoré. Il disait, les corps sont enterrés.
en pleine terre, sans dalle, sans natte, sans cercueil. Bref, sans aucune sépulture. J'ai vu le président Sankara dans son vêtement tout rouge, parce qu'il venait du sport, tout rouge. Les balles étaient criblées, sont restées au niveau de la poitrine. Il dit, je peux, compte tenu du temps, varier mes dits, mais ça, on ne m'enlèvera jamais ça de ma tête. Et on nous a montré là où il avait été enterré, qu'il soit venu le déterrer et qu'il n'ait trouvé que quelques éléments de son corps. Sans pouvoir authentifier, une autopsie n'a pas pu révéler si c'était... Non, non. La justice va se dire. La justice va se dire. Elle va se dire parce qu'il y a des documents écrits, je vous ai dit, qu'on a bien fait de dissimuler. Il y a des enregistrements de voix que les gens ne sont pas prêts de donner. Peut-être qu'à l'ouverture de ce procès, les gens vont finir par briser le silence. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le temps a passé, mais le sujet est encore conjugué au présent. 34 ans après. Si certains acteurs de l'époque continuent de se muer en silence, c'est simplement parce qu'ils ont peur de connaître le même sort que Thomas Sankara. Parce que ce qui est facile pour les politiciens aujourd'hui, c'est de vous éliminer. Parce que la prison est limitée, vous allez sortir un jour. Mais quand on vous élimine là, vous voulez sortir par où? Et si on le veut, on peut même faire disparaître votre corps, comme vous venez de le dire. Voyez-vous, le droit se dira. Il va se dire. C'est vrai, il y a un principe sacro-saint en droit qui dit pas de corps, pas de crime. Mais je crois avoir entendu dire qu'on a trouvé quelque chose qui justifie de ce que c'est ici que son corps était enterré. Et je crois que même là, il y avait une dame voisine, qui venait chaque fois poser des gemmes d'or sur son corps, arrosait, entretenait là où on l'avait enterré. Et l'histoire rapporte qu'au décès de cette dernière, on l'a enterré à ses côtés. Donc, j'ai beaucoup lu de documents sur ce qui est arrivé et je pense que si c'était le cas, on fera exception à la règle. Oui, on fera exception à la règle. C'est nécessaire donc le coup à la procédure pour faire manifester cette vérité. Pour faire manifester cette vérité-là, il est nécessaire de tenter le coup au droit à tout moment en envoyant des innocents en prison. On transforme vite la présomption d'innocence en une présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'avant même de vous présenter au procureur, on vous a déjà dit que vous êtes accusé. Vous n'êtes pas présumé, vous êtes déjà accusé. Donc, quel que soit ce que vous allez dire, vous irez en prison. Parce que c'est dit qu'il y a un contrat sur votre tête et que vous allez aller en prison. On tord le quoi la procédure. Parce que normalement, la détention est l'exception. La liberté est la règle. Mais on a fait de la détention la règle et on va seulement en prison. Il n'y a pas, quand c'est un politique, jamais, c'est toujours en prison. C'est en prison systématiquement. Pourquoi ne pas faire exception à la règle et continuer le procès pour que au moins la vérité judiciaire puisse se savoir. C'est important. C'est extrêmement important parce que la France était informée mais a laissé faire. Moi je le dis, la France était informée et a laissé faire. Et c'est vrai. Et au cours du procès, certains témoignages viendront corroborer et ces genres de pratiques qui sont courantes dans la gestion de nos pauvres États. Parce que cette France, elle finit par nous fatiguer. Il nous faut notre monnaie, il nous faut une indépendance économique, politique et monétaire. Il faut un détachement absolu. Mais l'Italie, les autres pays, est-ce qu'ils continuent d'aller rendre visite à leurs colonies et tout ça? Et en 2021, regardez, c'est la France encore qui va encore au chevet du Tchad pour que le fils tchadien puisse savoir comment il va mener et la transition et un seul mandat. Quel est son problème dans la gestion de la République en Côte d'Ivoire? Tchadiens et Français sont des jumeaux. C'est un jeu d'intérêt, c'est ça on vous dit. Et c'est dangereux. Et tant que les États africains ne vont pas se détacher sérieusement et disposer d'une indépendance absolue, le problème restera. Des hommes vont continuer par mourir. Donc si aujourd'hui la France veut aider, veut mettre le pied à l'étrier et à l'État burkinabé pour que la vérité sur ça, c'est simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Alors aujourd'hui, on sait que l'ancien président Blaise Compaoré est accusé au même titre que 12 autres personnes. Ils seront jugés pour attentat à la sûreté de l'État. Et vous disiez tout à l'heure qu'il a la nationalité ivoirienne. À quelle fin?
Et on a dit, son épouse, c'est une franco-ivoirienne. Hein. Elle est une franco-ivoirienne, mais si par l'affiliation, il a préféré la nationalité française aux nationalités ivoirienne au détriment de la nationalité française, c'est bien calculé. Il se sent plus à l'aise dans son aise en Côte d'Ivoire qu'en France. Parce que si aujourd'hui il était en France, on parlerait d'extradition. Et si la France disposait de documents, et il en dispose. Documents aussi crédibles, je ne vois pas comment on ne va pas acter son retour au pays pour qu'il soit jugé. Alors, par rapport donc à ces co-accusés, on sait qu'il y a par exemple le général Gilbert Diendéré qui a donc dirigé l'armée aux côtés du capitaine Sankara et est même l'un des principaux chefs de l'armée burkinabé depuis 1987. Il est devenu chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et a dirigé notamment l'ex-garde présidentielle. Le général Diendéré purge actuellement une peine de 20 ans de prison, déjà pour une tentative de coup d'État en 2015, après la révolution qui a emporté Blaise Compaoré. Est-ce que selon vous, il acceptera d'aller dire une autre vérité pour écoper encore d'une autre peine de prison, Abou Bamba? Bon, pour que Diendéré décide d'aller dire une autre vérité qui va lui coûter encore une autre peine de prison, ou peut-être qu'il peut alléger aussi sa peine. Parce que la justice, c'est aussi ça. Ça va dépendre de son rôle qu'il a joué et quelle est la vérité qui sera dite. Selon la vérité dite, ça peut alléger sa peine, comme ça peut augmenter sa peine. Donc, je pense que le général Diendéré selon son implication, selon son niveau d'implication, je pense qu'il peut gagner ou bien perdre. Mais c'est à lui de l'analyser et de savoir qu'est-ce qu'il doit dire ou bien pourquoi il va aller le dire. Mais moi, je me suis posé une question depuis hier. Cette question était celle-là. Pourquoi utiliser encore l'argent du contribuable pour tout un processus de comment on appelle ça, de justice qui est condamné, qui traîne depuis longtemps? Est-ce que cette façon de faire, est-ce qu'on n'avait pas d'autres priorités plus profondes? C'est vrai qu'on veut savoir la vérité, c'est vrai qu'un jour, il faut la vérité, c'est bien, mais est-ce que ça ne valait pas la peine de procéder autrement? C'est une question que je me suis posée. J'ai voulu en partager avec vous. Oui, je voudrais avoir l'avis de mon interlocuteur qui est juriste. Il est confident, allez-y. On a utilisé l'argent du contribuable pour le tuer. On va utiliser l'argent du contribuable pour la manifestation de la vérité. Et si, monsieur Bamba, vous étiez le fils de Sankara, si Sankara était votre père, il faut toujours se mettre en place. Les gens ont trouvé le corps de leur père, les gens vont voir leur père au cimetière et pourtant ne sont pas encore détachés de l'amour que le père le porte. Il est décédé ad vitam aeternam, mais pourtant, il est encore présent dans leur vie. Un père, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter au marché. Oubliez l'argent du contribuable. L'argent du contribuable était au moment où ils ont préparé sa mort. Oubliez cet aspect des choses. On n'est pas dans du développement intégral ou personnel ici sur le plateau. On est dans du vrai, dans du concret. L'homme est irremplaçable. Ce n'est pas pour rien que la Constitution l'a consacré, que l'homme est inviolable. On a violé un homme en le tuant, en le privant de sa femme et de ses enfants. Aucun coup ne peut constituer une limite à la manifestation de cette vérité. Aucun. Même vous qui êtes là, si vous voulez l'intégrité jusqu'au bout, à un moment donné, vous serez embêtant. Les gens vont finir par vous mettre les bâtons dans les roues. La société, elle est bâtie pour ne pas aimer la vérité. Les gens ont gardé rancunier à la vérité depuis toujours. L'homme qui dit la vérité la plus n'est jamais aimé. Or, on a besoin de ces gens de dirigeants pour sauver nos États africains et pour servir d'exemple et donner des exemples pour avoir désormais des gouvernements par exemple, pour gouverner désormais par exemple, il faudrait que ces gens de crime puissent connaître un dénouement heureux pour permettre enfin aux Burkinabés de faire leur deuil. C'était juste une parenthèse. Voilà, on vous aura compris. Abou Bamba, dans ce procès-là, dans la manifestation de cette vérité-là aussi, est-ce que vous avez l'impression que le régime actuel au Burkina Faso gagne quelque chose à faciliter la manifestation de cette vérité-là? Aujourd'hui, dit que le régime gagne quelque chose,
à la manifestation de cette vérité. Je pense que à mon niveau, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop envie de me pencher là-dessus parce que je pense qu'ils sont mieux placés pour nous le dire. Mais je voulais paraphraser mon interlocuteur pour lui dire qu'il venait de dire tout à l'heure qu'on n'est pas dans le développement intégral ici. Effectivement, on est dans le développement intégral. En tant que juriste, je venais de faire du développement intégral pour que vous puissiez nous dire réellement ce que vous pensez. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné qu'en tant que juriste, je n'étais pas satisfait de certaines informations venant de vous. Donc, je venais d'utiliser le développement personnel pour vous amener à me dire réellement ce que vous pensez. Par donc, rapport à la question. Le développement intégral, c'est quelque chose de grand. Voilà. Il faut être dedans pour le savoir. Donc, je vais continuer pour vous dire que si l'État aujourd'hui burkinabé gagne quelque chose dans la manifestation de cette vérité, c'est pour s'assumer d'abord. Ça, c'est la première chose. C'est pour s'assumer d'abord en tant qu'État. C'est pour dire qu'on peut protéger même, c'est-à-dire on peut protéger un citoyen. On peut protéger un être humain et il a le droit, il a droit à la vie. Et ce droit-là, c'est une manière de dire aux autres qu'ils ont droit à la vie, que personne ne peut porter atteinte à leur vie. Et si quelqu'un le faisait, tôt ou tard, même si ça faisait 34 ans après, on allait savoir la vérité un jour. Voilà. Donc, je pense que c'est la première chose d'abord que l'État a à gagner. Maintenant, les autres facteurs, je pense qu'ils sont mieux placés pour nous le dire. Alors, le gouvernement burkinabé a donc essayé de faire, on va dire, avancer la procédure. On sait que c'est une procédure qui a été gelée forcément durant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré. On ne pouvait pas donc avoir la lumière sur cette affaire d'assassinat-là. Donc, c'est une procédure, on va dire, assez fraîche quand on nommait donc ce laps de temps-là, les 27 années où Blaise Compaoré était au pouvoir. On a actuellement le président Roch-Marc Christian Kaboré qui préside aux destinées du Burkina Faso. Il entame un second mandat. On a vu le Burkina qui a donc essuyé un revers dans l'affaire concernant notamment le journaliste Norbert Zongo et donc le frère cadet du président Blaise Compaoré, Simon Compaoré, qui visiblement ne sera pas extradé, en tout cas pour le moment, par la justice française, malgré l'avis favorable donc de l'État français. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, le gouvernement burkinabé tire un certain profit, un profit direct de ces affaires-là, de la manifestation de la vérité dans ces différentes affaires-là? Ce que fait le Burkina Faso aujourd'hui devrait servir d'exemple aux autres États africains. Même si on a pris l'habitude de dire que c'est le pays des hommes intègres. Et qu'au nom de cette intégrité, les nouveaux dirigeants de cet État ont choisi de déterrer les anciens dossiers pour que le peuple puisse être satisfait. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les campagnes électorales, dans l'euphorie de ce qui pourrait être vu comme étant une victoire, on fait beaucoup de promesses. Et c'est certain qu'au nom de ces promesses, on a dû entendre deux rues, quand nous serons là, quand on sera là, et on va tout faire, on va œuvrer pour connaître les véritables commanditaires, les tueurs, et puis faire en sorte que les anciens barons du régime puissent répondre de leurs crimes. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais pour chuter sur le verdict de la Cour, ce n'est rien de définitif. Je vous l'avais déjà dit sur ce plateau que si les avocats de François Compaoré attaquaient la décision au fond, que cela va durer 3 à 4 ans, voire 5 ans, mais ça va finir par rebondir. Donc, cela voudra dire que la Cour estime que les garanties pour la protection humaine ne sont pas avérées. Et je l'ai dit, et il a été très malin en me répétant, il a dit que la Constitution a institué que l'homme est inviolable, l'homme a droit à la vie, et à la dignité, et qu'aucun coup ne peut constituer un obstacle à cet état de choses. Et donc,
Le Burkina, moi j'apprécie ce qu'ils font, je les encourage et je ne voudrais pas qu'ils laissent... aucune procédure ne sera abandonnée. Que cela se fasse dans la fraîcheur ou que cela se fasse dans la lenteur, elle finira par aboutir et j'estime que les autres États feraient bien de leur emboîter le pas. Au lieu que d'offrir le gîte et le couvert à des gens qui hier n'ont pas hésité à éliminer des personnalités qui ô combien étaient utiles pour le peuple. Quel crime a-t-il commis un dirigeant lorsque sur une conférence internationale il plaide pour l'élimination de la dette de tous les États africains? Il n'a pas plaidé pour l'élimination de la dette du Burkina Faso, de tous les États africains. Et ça a fâché. Parce que c'est demander ainsi à la France de nous laisser en paix. C'est pourquoi j'ai dit la France était informée et a laissé faire. Il faut arrêter avec les doutes. La France aura beau tout dit. Elle était directement impliquée et la Libye a fourni les armes. La Côte d'Ivoire a servi d'État. Et aujourd'hui, il est tranquille en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut comprendre les choses simplement comme ça, au lieu de laisser là à chercher. Et le camp Thomas Sankara ne viendra pas dire oui, j'ai tué. Le commando qui a tiré, s'il était encore vivant, s'il était en prison ad vitam aeternam, s'il avait écopé d'une peine à perpétuité, on le ferait venir parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre et il dirait bon, c'est telle personne qui m'a dit d'aller tuer, j'ai tué. Il allait le faire. Parce qu'en détention, on vit autrement, on voit les choses autrement. Et le détenu cherche toujours, comme il a dit de façon si habile, le détenu cherche toujours une opportunité pour raccourcir sa peine. Donc si le général Diendéré doit venir dire la vérité pour voir sa peine réduite, il viendra. Il faut compter forcément là-dessus. Donc il faut pourquoi pas tenter de négocier avec lui? C'est ce qui va forcément être fait. C'est ce qui va forcément être fait parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas vu le corps dans son entièreté. Moi, j'ai cru comprendre qu'on a vu quelques bribes du corps. Mais une chose est sûre, du fond de sa cellule, il sera utile à quelque chose. Même si hier c'était son alter ego, les intérêts ne sont plus les mêmes. Lui, il est en prison. Mais l'autre, il est dans une maison, mais où en Côte d'Ivoire, avec une nationalité ivoirienne, c'est pas la même chose. Voilà qui est clair. Alors, le Burkina Faso, aujourd'hui, subit aussi beaucoup d'attaques, notamment d'attaques terroristes. L'actualité aussi est fraîche à ce niveau-là. On parle depuis quelques jours de 80 morts, 65 civils, 15 gendarmes. Selon vous, Abou Bamba, qu'est-ce qui pourrait expliquer la difficulté donc, des autorités burkinabées à résoudre les questions terroristes? Est-ce qu'il y a, pourquoi pas, dans l'appareil sécuritaire des failles qui n'ont pas pu être jugulées? Comme je disais tout à l'heure, où je venais de donner l'exemple de la famille, la faille, ça vient de ce que, au fait, en Afrique, l'État n'est réellement pas une continuité. La continuité de l'État n'existe pas de fait que, quand vous regardez pendant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré, la stabilité que le Burkina avait atteint, normalement, un pays comme le Burkina ne devrait plus tomber dans l'instabilité. Si on devrait suivre la continuité de l'État, si on ne venait pas à la tête du pouvoir pour remplacer tout le monde, même au vigile, si on s'inspirait des acquis qu'on a, voilà l'évolution, voilà l'avantage des pays dits comme les pays occidentaux. Voilà l'avantage qu'ils ont. C'est-à-dire, quand un président a eu un défi qu'il a relevé, qu'il a eu des acquis, on préserve ces acquis-là. On préserve ces acquis-là et le président suivant va s'attaquer à d'autres acquis. Mais si on doit retourner perpétuellement dans les mêmes problèmes que l'autre a déjà réglés, ça veut dire qu'on ne s'est pas servi de l'autre. Comme il y a mon éminent coach, le coach Patrick Amon-Pognon, qui disait une citation, il disait quelque chose du genre qu'il y a une prononciation du roi chez vous qui dit que le roi, c'est comme s'il a bu le roi qui était avant lui. Effectivement, c'est ça. Ça veut dire qu'il s'inspirait de lui. Il a utilisé les acquis qu'il a eus. Et il ajoute pour lui dessus. Et c'est comme ça seulement qu'on peut évoluer. Parce que si vous mettez les œufs dans un panier, et quand vous venez, quand l'autre vient, il enlève, il met pour lui. Donc ça sera toujours au même niveau. Voilà pourquoi les pays africains, depuis 60 ans, il y a indépendance, mais on est toujours au même niveau.
On est toujours au même niveau. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui explique l'insécurité que le Burkina vit aujourd'hui. Et je voulais simplement vous raconter une histoire qui est aussi une histoire qui est inspirée de comment on appelle ça, de nos patois, qui disait qu'il y a l'éléphant, dans la brousse, vous savez que l'éléphant, il est très fort, il est très costaud. Et il y a le moineau, un petit oiseau qui est venu voir l'éléphant, lui dit que je me confie à toi, éléphant. L'éléphant dit OK. Il est parti. 2 jours après, il est revenu. L'éléphant, je me confie à toi. L'éléphant dit, mais je t'avais dit que j'ai accepté. J'ai dit, d'accord, je te protège. 3e fois, il est venu. Il lui a posé la question. L'éléphant, j'ai dit, je me confie à toi. L'éléphant lui dit, mais attends, le problème, c'est quoi à la fin? Il dit, au fait, on m'a dit que ceux qui sont forts, grands, costauds, n'ont pas assez d'intelligence. Il dit, ah bon? Donc, tu veux quoi? Il dit, je veux ta parole. Il dit, bon, OK, j'ai accepté. Il dit, OK. Il est parti. Un jour, il est pêché en haut d'un arbre. Et il voit un chasseur qui est en train de traquer l'éléphant. Mais le chasseur était placé de sorte que l'éléphant n'aperçoit pas le chasseur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé le chasseur s'approcher. Il dit, bon, tu vois ce gars-là, la fois dernière, je suis allé me confier à lui. Mais comme il m'a vu petit, il voit que moi, je ne peux rien faire dans sa vie. Et voilà, le gars est en train de le traquer. J'allais partir l'informer et il allait s'échapper. Mais je vais le laisser, mais je vais prier Dieu à ce que le gars ne puisse pas atteindre ses organes vitaux. Et le chasseur déclencha. Il a tiré sur l'éléphant, mais il n'a pas atteint ses organes vitaux. Donc, l'éléphant a pu s'échapper et le chasseur est retourné en ville, chercher ses amis pour qu'ils viennent tracer l'éléphant et le retrouver. Il est retourné voir l'éléphant et lui a dit ceci. Mon type, la fois dernière, je suis venu me confier à toi. Mais tu as vu, tu n'as pas eu l'intelligence de te confier aussi à moi. En retour. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu le chasseur te traquer. Mais je pouvais aller t'avertir, mais je ne l'ai pas fait. Parce que simplement, tu n'as pas eu l'intelligence de te confier à moi. Mais l'éléphant dit, ah, l'éléphant s'est excusé et il s'est confié maintenant à lui. Il lui a dit, OK, comme tu t'es confié à moi, le chasseur allait appeler ses frères. Ils sont venus te traquer, ils vont t'atteindre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Continue, rentre dans la rivière là et sur le courant de l'eau et sors devant pour ne pas qu'ils puissent retrouver tes traces. Et quand les chasseurs sont venus, ils sont arrivés au bord de l'eau, du coup, il n'y avait plus de traces. Pour dire quoi, si je dois adapter ça à notre actualité du Burkina. Simplement, aujourd'hui, si vous voyez la force de ces pays européens-là, la première force, c'est la population. Ça, c'est la première force. La première force, le meilleur service de renseignement, c'est la population. Ici, aux États-Unis, même s'ils ont volé seulement une voiture, tu vas voir un message sur mon téléphone qui me dit qu'ils ont volé une voiture. Si j'ai vu l'immatriculation, temps d'appeler la police. Et ça vient sur le téléphone de tous les Américains, de tous ceux qui résident ici. Voilà le premier service de renseignement le plus puissant au monde, la population. Ne serait-ce que, puisque le fait que la population ne se sente pas concernée par la gouvernance, donc il ne peut pas s'impliquer, parce que l'éléphant, le président ou le gouvernement, l'éléphant, pense qu'un paysan ne peut pas lui le protéger, pense que quelqu'un qui vit dans les fins fonds, quelque part, ne peut pas lui le protéger, ne peut rien lui l'apporter. Donc, vous voyez, donc il y a tellement de failles dans notre système et on ne s'inspire même pas de ceux qui ont réussi. Chacun veut venir faire pour lui, bricoler, fabriquer des gouvernances sans programme, sans stratégie, sans formation. Et on bricole seulement pour partir. Et c'est déplorable. Excusez-moi de la phrase, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Voilà. De voir encore, jusqu'en 2021, on continue de tuer des gens comme des choses. Ici, l'homme, c'est l'homme qui est la première ressource. C'est l'homme, quand on dit les États-Unis sont puissants, c'est les hommes. C'est les êtres humains. Ici, même si tu as prononcé une phrase déplacée, tu vas aller en prison. À l'encontre de quelqu'un, tu vas aller en prison. La loi est stricte sur la vie humaine. Ici, la vie est primordiale. Voilà pourquoi tout le monde court vers ces pays-là. Mais on aura le temps de développer encore mieux. Voilà. Il a Kofiga, vous sembliez séduit par son argumentaire. Par rapport à la sécurité, effectivement, on a l'impression qu'il y a eu des failles dans le système burkinabé. On a préféré coller 20 ans au général Diendéré, qui parfois était la personne qui se déplaçait personnellement pour aller négocier, récupérer des captifs de la part de certains groupes djihadistes. Le Burkina
Faso était en paix. Aujourd'hui, le Burkina est assailli de toutes parts par des terroristes qui auraient eu, le président burkinabé Christian Kaboré l'a reconnu, qu'il a reçu la visite de certaines personnes qui disaient avoir des deals avec le régime et qu'il a refusé de donner suite. Non, il a crevé le nœud gordien, le peuple. Et comme il l'a si bien développé, les dirigeants bafouent le pouvoir du peuple. Ils bafouent la théorie selon laquelle c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc rien ne peut se faire sans le peuple. Et comme il les invite à mettre le peuple au cœur de leur gouvernance, c'est pourquoi j'ai acheté tout le développement qu'il faisait. Voilà, vous êtes Hilaire Kofi-Dia, juriste analyste politique. Face à vous, Abou Bamba, coach en développement intégral, membre du FPI, GOR, de Côte d'Ivoire. Vous êtes donc ivoirien, vous résidez aux États-Unis. Merci à vous pour la disponibilité pour ce plateau, malgré le décalage horaire très important. Merci aussi à Hilaire Kofi-Dia qui était donc disponible pour ce plateau en studio avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de Vue. D'ici à la prochaine, portez-vous bien.